Bonjour, dans cette vidéo, on va effectuer la correction de certains TD concernant le chapitre numéro 4, portant sur la numérisation des signaux analogiques, concernant bien sûr la partie système discret. Donc, pour le travail numéro 1, c'est un travail d'échauffement un peu. Donc, la fréquence, on considère la fréquence la plus élevée dans un signal en temps continu est de 20 kHz. Ça peut être par exemple le son ou la voix, surtout le son. Laquelle des fréquences d'échantillonnage suivantes empêchera-t-elle le repliement lors de l'échantillonnage de ce signal? D'accord, donc on vous donne 5 choix: 11 kHz, 21 kHz, 41 kHz, 61 kHz et 101 kHz. Alors, pour répondre à cette question, il faut appliquer tout simplement le théorème de Shannon. Donc pour le théorème de Shannon, il faut que FE soit supérieur à 2 fois Fmax. D'accord, donc si on applique cette relation, les 3 choix possibles sont, puisque la fréquence maximale de parce que Fmax c'est la fréquence maximale du signal qu'on veut traiter, qu'on veut échantillonner. Ici, la fréquence maximale, c'est 20 kHz. Donc, 2 fois 20, c'est 40. Donc, ça veut dire 3 choix s'offrent à nous. C'est soit 41 kHz, soit 61 kHz, soit 101 kHz. Bien sûr, plus on augmente la fréquence d'échantillonnage, plus la qualité du signal est importante. Mais, il faut pas oublier la condition, comme quoi cette fréquence d'échantillonnage doit aussi être inférieure à la fréquence de conversion. Il faut que la conversion, c'est-à-dire le convertisseur analogique numérique qui viendra après. Donc il faut faire un équilibre entre le convertisseur qui viendra après et la condition de Shannon. Donc, mais le meilleur choix, ça sera 41 kHz. Donc voilà pour le travail numéro 1. Alors pour le travail numéro 2, donc on considère, donc on veut calculer la taille occupée en octets puis en mégaoctets d'une minute de son d'un CD audio. CD audio, ça veut dire une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz. On sait pourquoi 44,1 kHz, parce que ça doit être supérieur à la fréquence maximale d'un son qui est de 20 kHz, 2 fois la fréquence maximale du son. Codage sur 16 bits et stéréo. Voilà les caractéristiques d'un CD audio. Alors pour répondre à cette question, on va rappeler un petit peu certaines notions du cours. Donc la fréquence d'échantillonnage. La deuxième caractéristique d'un TD, c'est la durée totale d'acquisition. Donc on peut donner comme hypothèse, on l'a noté TA dans le cours. Il y a aussi le nombre total d'échantillons qu'on peut calculer à partir de la durée d'acquisition et de la fréquence d'échantillonnage. C'est TA sur TE ou TA fois FE. Donc c'est la durée d'acquisition divisée par la période d'échantillonnage. Et il y a le nombre de bits de codage, caractéristique un cahier des charges. On le note ici petit n. Alors à partir de ces 4 données, on peut calculer la taille occupée en mémoire avec la formule n. Donc on a combien d'échantillons? Donc on a TA fois FE échantillon. Et chaque échantillon est codé sur n bits. Donc ce qui donnera n fois FE fois TA. Là, quand il s'agit d'un enregistrement par exemple mono. Quand c'est un enregistrement stéréo, on multiplie ça par 2 parce qu'il est en général 2 voix. Donc, dans la stéréo. Donc voilà le rappel du cours. Donc dans notre cas, on a une fréquence d'échantillonnage de 41,1 kHz, une durée d'acquisition de 60 secondes, 1 minute. Le nombre de bits de codage c'est 16 bits et en stéréo. Donc automatiquement, on va appliquer cette relation 2 fois n fois FE fois TA, ce qui donnera 87 millions de bits à peu près, 84 millions de bits. Si on veut savoir le nombre d'octets, on divise ça par 8. Et on a 10,584, 10 à la puissance 6 octets. Et pour convertir en mégaoctets, on a 1 méga bit par exemple, c'est 10 à la puissance 6. Donc le méga, c'est 10 à la puissance 6. Donc on va travailler avec cette notation. C'est pas 10 à la puissance 20,
c'est 10 à la puissance 6. Donc, ce qui donnera 10,584 mégaoctets. Donc, voilà pour ce travail numéro 2. La première question du travail numéro 2. Donc, maintenant, la deuxième question, c'est même chose, mais cette fois pour le son. D'1 minute, mais d'un film, encodé au format AC3 sur un DVD. Alors ce format-là, c'est une fréquence de 48 kHz, encodé sur 24 bits stéréo. Donc là, on fait les mêmes calculs, mais en changeant cette fois la fréquence d'échantillonnage et en changeant le nombre de bits de codage. Donc on tombe sur 17,28 mégaoctets. Donc en faisant le même calcul. Donc maintenant, on voit bien que 1 minute CD audio, c'est moins d'octets qu'une minute de DVD. Donc maintenant, il y a un réseau informatique domestique de mauvaise qualité, donc qui possède un débit binaire, c'est-à-dire un nombre d'octets qui peuvent circuler sur le réseau par seconde. Donc ça, c'est la définition du débit. 230 kilooctets par seconde. Alors la question qu'on demande, le son du CD pourra-t-il être transmis sur ce réseau? Et celui du DVD. Donc on doit déterminer est-ce que cette minute de son pourra être, pas la minute, mais ce qui nous intéresse ici c'est le débit. Donc est-ce qu'il pourra être transmis sur ce réseau? Alors pour répondre à cette question, on a vu ça dans le cours. Donc on a une fréquence d'échantillonnage, on a un nombre de bits de codage par échantillon, donc on peut déduire le nombre de bits qui seront transmis par seconde. C'est n fois FE quand c'est mono, ou 2 fois n fois FE quand c'est stéréo. Donc ça permet de calculer le nombre de bits qu'on va transmettre par seconde. Et c'est indépendant de la durée d'acquisition, TA. Donc là, si on fait les calculs pour le CD audio, ça donnera 176,25 kilooctets par seconde. Le kilo ici, on a pris, c'est 10 à la puissance 3. Le kilo, c'est 10 à la puissance 3. Donc tout d'abord, on a calculé en bits par seconde, puis on a divisé par 8 pour trouver en octets par seconde. Et puis on a introduit le kilo, ce qui a donné 176,25 kilooctets par seconde. Pour le DVD, on fait le même calcul, bien sûr avec les propres caractéristiques du DVD. On trouve 288 kilooctets par seconde. Donc si on compare avec le débit de notre canal domestique, qui est un peu très faible, donc c'est OK pour le CD audio, mais ça ne passe pas pour le DVD vidéo. Donc voilà pour ce travail numéro 2. Maintenant, on passera au travail numéro 3 qui est d'un autre type. On va se concentrer cette fois sur le choix des fréquences d'échantillonnage et tout ça. Donc on considère ici le spectre X de F qui a été donné ici d'un signal quelconque temps continu. Donc il est représenté par cette figure, il a une fréquence maximale de 6 Hz. Donc on considère qu'on va échantillonner ce signal avec une fréquence d'échantillon de 10 Hz. Alors tracer le spectre X étoile de F du signal échantillonné dans un intervalle de fréquence de 16 à moins 16 Hz. D'accord, donc on a vu dans le cours que le spectre du signal échantillonné sera constitué par la répétition du spectre initial. On va le répéter autour de tous les multiples de la fréquence d'échantillonnage. C'est-à-dire on va le répéter au niveau de 10 Hz, puis moins 10 Hz, puis 20 Hz, moins 20 Hz, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le spectre du signal d'origine, voilà, et on va le répéter, d'accord, au niveau de FE, puis au niveau de moins FE, et on va continuer, si on veut, on va le répéter ici au niveau de 2FE, puis moins 2FE. Mais nous, on a demandé de faire un spectre qui va s'arrêter de 16 à moins 16, donc on va s'arrêter ici. Donc voilà, donc ça sera le spectre du signal échantillonné qui est généralement la répétition du spectre du signal d'origine initiale autour de toutes les multiples de fréquences d'échantillonnage, FE. Alors on demande de conclure.
Alors, pour conclure, on remarque qu'il y a un problème ici. Donc, il y a ici un problème qu'on appelle le recouvrement spectral ou repliement spectral. D'accord? Alors, ce repliement spectral-là, il cause un problème qui est important, vu qu'il ne pourra pas, donc s'il y a ce repliement spectral, il n'est plus possible de retrouver le signal d'origine. Donc à ce moment-là, l'opération d'échantillonnage qu'on a effectuée donc, va modifier les caractéristiques du signal d'onde d'entrée. Donc on ne pourra plus faire par exemple un filtre passe-bas pour retrouver mon signal d'origine à cause de ce repliement ou de ce recouvrement spectral. Alors là, il y a deux solutions qui s'offrent à nous. Soit on change la fréquence d'échantillonnage pour respecter Shannon, parce qu'ici Shannon n'est pas respecté, soit carrément on va ajouter un filtre anti-repliement pour limiter le spectre du signal d'entrée, ici, de telle façon à respecter Shannon. Donc deux choix, soit on filtre le signal d'entrée pour limiter son spectre et vérifier Shannon, soit on change la fréquence d'échantillonnage pour s'adapter à ce Fmax. Donc regardons la solution qui est proposée par la suite. Donc par la suite, la solution choisie est d'appliquer X de F à un filtre anti-repliement. Donc on a choisi de filtrer le signal et de limiter son spectre. Donc voilà le filtre qu'on va utiliser, c'est un filtre ici idéal. Donc la fréquence de coupure est de 4 Hz. C'est-à-dire il ne va laisser passer que les fréquences qui sont inférieures à 4 Hz. Alors première question. Justifier le choix de la fréquence de coupure. Pourquoi on l'a choisi égale à 4 Hz? Donc tout simplement pour répondre à cette question, on a dit c'est Shannon. Donc il faut que FE soit supérieur à 2 fois Fmax. Et puisqu'on a fait le choix de limiter Fmax, donc ça veut dire que le Fmax doit être inférieur à FE sur 2. Et notre fréquence d'échantillonnage est de 10 Hz, donc Fmax doit être inférieur à 5 Hz. D'où le choix de 4 Hz comme fréquence de coupure. Donc voilà pour le choix de cette fréquence de coupure. Maintenant pour la question suivante, c'est tracer le spectre du signal de sortie Y de F du filtre. Donc qu'est-ce qu'on retrouvera à partir filtrage? Donc le Y de F, c'est tout simplement H de F fois X de F. Donc c'est une équation linéaire. Donc on aura ce spectre-là, c'est-à-dire le X de F, voilà, mais qui sera limité entre 4 et moins 4 Hz. Donc voilà le Y de F après filtrage. Et c'est ce Y de F après filtrage qu'on va maintenant échantillonner. Et qu'est-ce qu'on demande? Si ce Y de F est échantillon à fréquence de F de 10 Hz, tracez le nouveau signal échantillonné. Donc voilà ce qu'on retrouvera comme signal échantillonné. La règle reste la même. Donc le spectre du signal échantillonné sera constitué de la répétition du spectre Y de F aux fréquences d'échantillonnage. Donc mais maintenant voilà comment se trouve le spectre Y de F. Il est limité entre 4 et moins 4. Ça veut dire ici il sera limité entre 14 et 6, ça veut dire FE plus 4 et FE moins 4, et on n'aura plus de repliement spectral. La même chose ici. Donc avant c'était FE plus 6, on trouvait 4 et on entrait dans le recouvrement spectral. Ici c'est FE plus 4, FE moins 4, ça donnera 6. Donc il y aura donc le problème de repliement et de recouvrement spectral a été corrigé. Donc voilà pour ce travail numéro 3. Donc maintenant le travail numéro 4. Donc qu'est-ce qu'on considère dans ce travail? Donc on va toujours au niveau de l'échantillonnage, mais on va parler cette fois de valeur efficace et de puissance un peu. Donc un signal sinusoïdal U de t, donc qui est égal à U max, ça c'est U max, de pi, donc il a une fréquence F0, donc de pi F0t, il est échantillonné à fréquence d'échantillonnage FE égale à 12 fois F0. Donc FE égale à 12 fois F0. D'accord. F0 c'est la fréquence de notre signal. Donc quelle est la première question? La première question, quel est le nombre n d'échantillons par période? Donc ça c'est facile. On a FE c'est 12 fois F0. Ça veut dire une période T0 sera égale à 12 fois TE.
Donc c'est tout simplement, on a ici 1 sur FE et 1 sur T0. Donc on aura ici T0 égale à 12 fois TE. C'est 12 échantillons. Donc il y aura 12 échantillons par période. Une période T0 c'est 12 fois TE, donc 12 échantillons. Donc le nombre d'échantillons c'est 12. Alors deuxième question. Calculer les valeurs UN de ces n échantillons. Donc on demande de calculer la valeur numérique de ces échantillons, de ces 12 échantillons, sachant que la valeur maximale U, non signal c'est 10 volts. Donc pour faire ça, on doit d'abord rechercher l'expression de U discrète, c'est-à-dire en remplaçant T par N fois TE, parce qu'on veut des échantillons. Donc voilà, donc si on remplace T par N fois TE, donc on aura U c'est 2 pi F0 N fois TE. Et on sait que TE, on a vu que T0 c'est 12 fois TE. Donc TE, on va remplacer TE par T0 sur 12. Le T0 avec le F0, ça se simplifie. Le 2 avec le 12, ça devient 6. Donc ça devient cette expression. U, E, N fois TE sera égal à U max sinus pi N sur 6. Avec N correspondra à l'indice de l'échantillon qu'on veut prendre. Donc le premier échantillon, ce sera pour n égale à 0. Deuxième échantillon, n égale à 1. Et le 12e échantillon, c'est n égale à 11. Ce qui permettra de remplir ce tableau. Donc voilà, le premier échantillon, on remplace n par 0, on obtient 0. Deuxième échantillon, on remplace n par 1. Donc on obtient sinus pi sur 6, c'est n demi, ça veut dire u sur 2, c'est 5. Après, on remplace n par 2. C'est pi sur 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 2 sinus. Le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2 multiplié par 10. On obtient 8,66 et ainsi de suite. Donc voilà les 12 échantillons qu'on obtient. Les valeurs des 12 échantillons. Donc on voit bien que c'est symétrique. Aussi bien l'alternance positive que l'alternance négative, c'est symétrique. Donc voilà pour cette question. Maintenant la troisième question. On demande de tracer en concordance le signal échantillonné UE, le signal échantillonné bloqué UB et le signal analogique U de T d'origine. D'accord. Donc voilà. Donc ça c'est mon signal d'origine U de T. Donc le signal échantillonné c'est celui-là. Donc le premier échantillon c'est 0, le deuxième échantillon c'est pour TE. Logiquement on a 12 échantillons. Donc on aura ici 1, 2, 3. 4, 5, 6. Donc, si on a T, on aura ici TE sur 12, ce qui correspondra à pi sur 6. Donc, le premier échantillon, c'est 5 volts. Deuxième échantillon, c'est 8,66. Troisième, c'est 10. Quatrième, c'est 8,66 puis 5 et ainsi de suite. Ici, c'est moins 5, moins 8. Ça, c'est le signal échantillon bloqué. C'est-à-dire, le premier échantillon 0 va être bloqué. Jusqu'au deuxième échantillon 5 volts, il va être bloqué. Jusqu'au troisième échantillon 8,6, il va être bloqué. Quatrième échantillon, et ainsi de suite. Chaque échantillon sera bloqué en attendant le prochain échantillon. Donc voilà pour la représentation en concordance de ces signaux. Donc maintenant, la dernière question, qu'est-ce qu'on demande? Calculer la valeur efficace du signal échantillonneux bloqué et la comparer à la valeur efficace du signal analogique initial. La signal sinusoïdale. Donc voilà, donc si on veut calculer la valeur efficace d'un signal bloqué échantillonné ou échantillonné tout simple, donc ça c'est la valeur efficace d'un signal discret, qui est formé de plusieurs valeurs, ici formé de n valeurs. U efficace au carré c'est 1 sur n, la somme des échantillons au carré. C'est comme la moyenne, on va faire la moyenne tout simplement, des carrés, de 0 jusqu'à n-1. Et la valeur efficace, logiquement, d'un signal sinusoïdal, c'est U sur racine de ça, c'est le signal analogique. Alors, on peut aussi calculer la valeur efficace, donc ça c'est au niveau échantillon bloqué, et ça c'est au niveau analogique. Alors là, on va prendre les valeurs qu'on a calculées dans le tableau, c'est-à-dire le 5 au carré, plus 8,66 au carré, plus 10 au carré, plus et ainsi de suite. La somme de tous les échantillons au carré, et on divise ça par 10 par 12, parce qu'on a 12 échantillons. Et on fait la racine pour trouver la valeur efficace. Si vous faites la valeur numérique, vous trouverez 7,07 aussi bien pour
l'échantillon bloqué que pour la valeur analogique, dont on trouve que la valeur efficace a été conservée. Donc, la même chose pour la puissance, vu que la puissance, elle est déduite de la valeur efficace. Donc, tant que Shannon est vérifié, parce que ici, le Shannon est vérifié, FE est supérieur à 2 fois F max, tant que Shannon est vérifié, l'énergie du signal sera toujours conservée. Maintenant, on passera au travail numéro 5. Donc, ici, l'acquisition d'un signal provenant d'un capteur, par exemple. Donc, un capteur de vibration placé sur une structure métallique enregistre les vibrations du spectre. Ces vibrations. Donc, le spectre fourni par un analyseur spectral, donc à l'allure ci contre. Donc, voilà le spectre de ces vibrations. Alors, première question. Dans quelle bande de fréquence se situent ces vibrations? Donc, d'après le spectre, la bande de fréquence, c'est de 0 jusqu'à 30 Hz. Donc, ça, pour un analyseur de spectre, ça représente rien. Donc, voilà, le spectre de vibration se trouve entre 0 et 30 Hz. Donc, voilà pour le signal qui est fourni par ce capteur de vibration. D'accord. Donc, on désire traiter ce signal et le stocker. Donc, on envoie sur un système d'acquisition relié à un PC ou un microcontrôleur. L'opérateur choisit une fréquence d'échantillonnage FE égale à 70 Hz. C'est logique. C'est 2 fois la fréquence maximale de 30 Hz. Donc, ça marche. Théorème de Shannon vérifié. Tracer l'allure du spectre du signal échantillonné. Là aussi, on rappelle le principe. Le spectre, c'est une répétition du spectre initial autour de tous les multiples de fréquences d'échantillonnage. Donc, ce sera le spectre suivant. Donc ici, les fréquences d'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage, c'est 60 Hz. Donc, on aura FE 60 Hz, 2 fois FE 140 Hz, et ainsi de suite. Voilà le spectre d'origine. Donc, on l'a répété autour de FE. Voilà FE. On l'a répété à droite et à gauche autour de FE. Voilà 2 FE. On l'a répété à droite et à gauche, et à droite et à gauche, et ainsi de suite. Donc voilà logiquement le spectre de mon signal échantillonné. Et on voit bien qu'il n'y a pas de repliement spectral, vu que Shannon a été respecté. On peut facilement retrouver le spectre d'origine. Le spectre du signal d'origine. D'accord. Maintenant, il y a un petit problème qui est apparu. Suite à un défaut de câblage, le signal de vibration se trouve parasité par un bruit de 50 Hz. C'est bruit de ligne. Le secteur d'alimentation. 220 volts. Donc 50 Hz. Donc il y a eu un bruit au niveau de la fréquence 50 Hz qui apparaît. Comment est alors modifié le spectre du signal échantillonné? Et quel est le défaut qui va apparaître? D'accord. Donc ça veut dire, maintenant il y a une fréquence qui va s'ajouter à mon spectre d'origine. C'est-à-dire, il y a mon spectre d'origine de mon capteur. Il y a une raie qui est apparue au niveau de 50 Hz ici. La voilà. D'accord? Donc, cette raie-là, quand elle sera échantillonnée, on va lui appliquer le même principe. Donc, elle va apparaître autour des fréquences d'échantillonnage. C'est-à-dire, autour de FE, on aura FE plus cette raie, c'est-à-dire FE plus 50, ça donnera 120. Donc, il y a une raie qui va apparaître à 120, plus FE moins 50 Hz, ça veut dire 70 moins 50, il y a une raie qui va apparaître à 20 Hz. C'est-à-dire, c'est comme si, alors, mon spectre d'origine deviendra le spectre des vibrations plus une raie ici, de 50 Hz, c'est-à-dire plus une raie. Ce spectre d'origine plus une raie. Donc, il aura le spectre d'origine plus la raie. Une fois ça sera échantillonné, tout ça, le spectre d'origine plus cette raie, seront répétés autour des fréquences multiples de fréquences d'échantillonnage. Donc, on retrouve le spectre des vibrations qui sera répété autour de 70, et cette raie sera aussi répétée autour de 70. C'est pour ça qu'on va retrouver une à 120 et une à 20. Et même, il y aura d'autres raies qui vont apparaître. Par exemple, il y a une raie qui va apparaître autour de 140
moins 50. Donc on aura une règle qui va apparaître à 90. Je ne l'ai pas représenté ici parce que c'est pas ces raies là qui vont causer des problèmes, mais le problème sera causé par cette raie là. Donc la 50 Hz échantillonnée à 70 Hz se retrouve repliée à 20 Hz. C'est ça le problème. Et se superpose au spectre des vibrations. Et ça, c'est ce que je veux éviter. Donc je veux éviter de parasiter mon spectre d'origine. Parce que si le parasitage est venu du principe d'échantillonnage, c'est lui qui a permis de replier cette raie à 20 Hz. Cette raie se retrouve repliée à 20 Hz après échantillonnage. Elle se superpose au spectre des vibrations. Donc quelle est la solution? Donc à votre avis, quelle est la solution pour éviter tout ça? La solution se fait avant échantillonnage. Donc il faut se débarrasser de ce 50 Hz avant l'échantillonnage. Parce que si on fait l'échantillonnage, c'est fini, donc la raie va apparaître. Donc pour ça, c'est pour ça qu'on ajoute les filtres anti-repliement. Pourquoi? Parce que une fois cette raie est apparue dans le spectre d'origine, que deviendra le Fmax? C'est plus de 30 Hz. Le Fmax deviendra 50 Hz. Et si je veux appliquer Shannon, il faut que Fe soit supérieur à 2 fois Fmax. Donc il faut que Fe soit supérieur à 100 Hz. Ce qui n'est pas vérifié par la fréquence 70 Hz. Donc il faut, avant échantillonnage, il faut éliminer cette raie qui est apparue à 50 Hz. Donc on fait un spectre, un filtre anti-repliement avec une fréquence de coupure donc qui vérifie le Fmax. Nous on a le Fmax d'après Shannon. Donc on a logiquement Fe doit être supérieur à 2 fois Fmax. Puisque notre fréquence d'échantillonnage est de 70 Hz, il faut que Fmax ne dépasse pas Fe sur 2, c'est-à-dire 35 Hz. C'est pour ça que cette raie de 50 Hz posait problème. Donc il suffit que notre filtre anti-repliement ait une fréquence de coupure comprise entre 30 et 35 Hz. Avec un filtre ici, passe-bas, anti-repliement, avec une fréquence de coupure comprise entre 30 et 35 Hz, ça va permettre d'éliminer cette raie, donc qui va causer le problème. Donc voilà, donc d'ailleurs c'est la 4e question. Proposer une structure d'acquisition complète du signal provenant du capteur pour corriger le problème posé par ce bruit. Donc il faut éliminer cette raie de 50 Hz avant l'échantillonnage. Donc on ajoute un filtre anti-repliement qui a une fréquence de coupure entre 30 et 35 Hz à ce niveau-là. Donc ça veut dire on aura ici le capteur qui fournit notre signal. On peut éventuellement ajouter un ampli. Ça dépendra des besoins. Donc après l'amplification, on ajoute un filtre anti-repliement avec une fréquence de coupure qu'on a dit qui est inférieure à 35 Hz, compris entre 30 et 35 Hz, pour laisser passer le signal d'origine, les spectres de vibration, et pour éliminer tout ce qui viendra après. Puis, un convertisseur analogique numérique, bien sûr, avec échantillonneur bloqueur intégré, et le microcontrôleur qui effectuera le traitement après. Bien sûr, actuellement, dans les systèmes numériques actuellement, le convertisseur analogique numérique avec son échantillonneur bloqueur sont intégrés dans les microcontrôleurs. Donc voilà, donc pour le travail numéro 5. Maintenant, le travail numéro 6, avec lequel on va finir cette première série de TD, concernant la numérisation d'un signal analogique. Donc on va parler un peu des convertisseurs analogiques numériques, c'est le codage. Soit ici un convertisseur analogique numérique 10 bits avec une tension pleine échelle 5 volts qui ont en général la tension d'alimentation vers référence. Donc qu'est-ce qu'on veut? Première question, quel est le nombre maximal, Nmax, que ce convertisseur pourra donner à la sortie? C'est la valeur décimale maximale qu'on peut avoir à la sortie, sachant que le nombre de bits, il est de 10 bits. Donc en binaire, le Nmax, en général, c'est de la puissance N-1, avec N le nombre de bits. Et puisqu'on a 10 bits, ça donnera 1023. Donc la valeur maximale correspondra à 1023. Ça correspondra à la tension pleine échelle, c'est-à-dire 5 volts tout simplement.
le 5 volts donnera 1023. D'accord. Deuxième question. Quelle sera la valeur de son quantum? Le pas. Le quantum, le pas, ça veut dire le LSB. Donc la formule donnée, c'est VPE, V pleine échelle sur 2 la puissance n, sachant que V pleine échelle c'est 5 volts, et le nombre de bits c'est de 10, donc on aura 5 sur 1024, ce qui donnera 4,88 millivolts. Donc ça veut dire ça, c'est le quantum, c'est le LSB, c'est la tension minimale qui pourra être détectée. En dessous de cette tension, donc le conversion ne pourra pas être incrémenté. C'est-à-dire pour 0 volts, on aura 0 comme valeur binaire. Si on donne à l'entrée ici une tension de 3 millivolts, ça restera 0. Si on donne 4 millivolts, ça restera 0. Mais si on donne 4,88 millivolts, ça passera à 1, le pas. Si on ajoute 4,88 millivolts encore, ça passera à 2, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle de pas. Et plus ce pas est petit, plus le convertisseur est précis, dans sa conversion. D'accord. Dans le cours, on a vu différents pas correspondant à différents mots binaires, à différents codages. Donc, troisième question, donnez la relation entre le temps de conversion de ce convertisseur et la période d'échantillonnage, afin que la conversion soit correcte. Ça, c'est clair. Il faut que le temps de conversion, on a vu dans le premier TD, soit inférieur au temps d'échantillonnage. C'est-à-dire il faut convertir un échantillon avant que le prochain échantillon arrive. C'est ça l'idée. Donc le temps de conversion doit être inférieur au temps d'échantillonnage. Ce qui veut dire que FE doit être inférieur à la fréquence de conversion. Alors, dernière question. Quelle est la valeur binaire du nombre n en sortie d'un convertisseur pour une tension d'entrée UE ou Vin de 1,82 volts? D'accord? Donc là, la règle c'est la suivante. VE ou Vin, c'est K fois N. Voilà la relation qui va relier tension d'entrée et le mot binaire, c'est le quantum. Le N, c'est la tension d'entrée sur le quantum. Là, vous vous en doutez bien que on trouvera jamais, rarement, on va tomber sur un nombre entier. Donc ici, par exemple, quand on a pris 1,82, on a divisé par le quantum qu'on a trouvé, qui est de 4,88 millivolts. Donc, on a trouvé 362,95, ce qui correspond à 372. Vous me direz, mais pourquoi pas 373? Donc là, je vous rappelle le cours. Donc ici, le N fois K, donc pour 372 fois K, ça correspond à une tension de 1,8153. Pour 373 fois K, le pas suivant, c'est 1,8202. C'est-à-dire pour toutes les tensions comprises entre 1,8153 et 1,8202, on va leur donner la valeur binaire, ou le mot binaire 372. C'est quand on passe au pas suivant, entre 373 fois K et 374 fois K, qu'on va leur donner 373 comme valeur binaire, et ainsi de suite. Et là, on voit bien que 1,82, il est compris dans cette plage. Il n'a pas encore atteint le 373 fois Q. Donc c'est pour ça qu'on va leur donner 372. Donc ça, c'est la valeur binaire qui sera donnée à la tension 1,82, parce qu'elle est comprise dans cette plage. On ne va pas majorer, mais on va toujours minorer la valeur n qu'on va trouver. Donc voilà pour cette série de TD. Donc la prochaine vidéo concernera toujours les systèmes discrets, mais cette fois la partie traitement numérique, ça veut dire transformer en Z et filtrage numérique.